Bonjour Olivier Babot. Bonjour. Alors vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux, agrégé d'économie et de gestion, mais aussi fondateur de l'Institut Sapiens. Vous signez régulièrement des tribunes dans le Figaro, notamment autour de l'éducation. Et cette semaine, c'est un sujet qui a fait l'actualité. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va commencer par cette première sortie officielle du nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. C'était jeudi à Marseille, aux côtés d'Emmanuel Macron, pour visiter une école du futur. Alors quel regard est-ce que vous jetez, vous, sur cette nouvelle école, cette nouvelle méthode censée offrir plus de liberté pédagogique aux enseignants et aux proviseurs? Ça fait très longtemps qu'on aurait dû décréter l'état d'urgence pour l'éducation nationale. Une organisation dans laquelle tous les voyants sont au rouge de la sorte devrait être profondément refondée. Donc je me réjouis qu'Emmanuel Macron, avec le nouveau ministre, prenne le sujet à bras-le-corps. Il faut rappeler de temps en temps quelques chiffres qui sont absolument hallucinants. On connaît le fait que, par rapport aux classements internationaux, nous soyons en chute libre, en particulier en sciences. Il y a des chiffres qui sont confondants. Par exemple, 40% des élèves de 15 ans à l'école ne maîtrisent pas parfaitement la lecture, et la moitié d'entre eux, donc quasiment 1 sur 5 des élèves de 15 ans, ont de grandes difficultés en lecture. C'est absolument tragique. On a aussi un système qui reproduit les inégalités de façon extraordinaire, donc absolument incapable de pallier les différences de naissance. Et on a de l'autre côté un système qui a de plus en plus de mal à recruter des enseignants, à faire venir des candidats, et est obligé de prendre à peu près tout le monde. Alors, on y reviendra bien sûr sur cette crise du recrutement pour les enseignants. En attendant, le président Macron a annoncé qu'il souhaitait généraliser ce dispositif à l'automne sur tout le territoire. L'idée que les directeurs d'école puissent aller recruter eux-mêmes leur équipe, leurs enseignants, c'est aussi un changement profond pour le modèle de l'éducation nationale. Le dire, c'est une chose, le faire, c'en est une autre. C'est en fait un changement que beaucoup de gens réclamaient depuis très longtemps. L'éducation nationale était et est toujours gérée depuis la rue de Grenelle, c'est-à-dire de façon extrêmement centralisée. C'est une très très grosse machine, plusieurs millions de personnes travaillent dans l'éducation nationale, avec du coup une uniformisation des solutions pour des terrains qui sont extrêmement différents. Bon. D'un autre côté, un directeur d'établissement, il n'est pas toujours formé ou compétent pour faire du recrutement. Et puis si vous n'avez pas de candidat parce que votre établissement n'est pas très attractif, vous aurez du mal à faire venir plus de gens. C'est pas la panacée, ça va dans le bon sens, mais attention à l'accompagnement, attention à la mise en forme de ce qui est une bonne idée, c'est-à-dire des établissements plus autonomes qui vont être capables de décider de leur méthode et de les adapter au type de public qu'ils reçoivent. Vous êtes plutôt favorable à cette nouvelle école? Oui, moi, je fais partie des gens qui depuis longtemps disaient que ça faisait partie des solutions, évidemment. Et il y a certains syndicats qui sont méfiants quand même, qui disent qu'on ne gère pas une école comme une start-up. Non, mais je crois qu'on n'est pas du tout dans l'idée d'une start-up, mais l'idée qu'on puisse essayer de constituer des équipes ad hoc autour d'un projet donné, c'est reconnaître que, contrairement à l'espèce de fiction, on ne peut pas enseigner la même chose à toutes les écoles à la même heure en fonction des niveaux partout en France. Aujourd'hui, les niveaux sont extrêmement hétérogènes, les besoins sont hétérogènes. Ne pas le reconnaître, c'est nourrir les inégalités précisément et rendre incapables les gens qui sont le plus éloignés de l'école d'arriver à s'y raccrocher. Un mot sur le nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. C'était sa première sortie. Il est réputé partisan du consensus. Est-ce que selon vous, la personnalité justement de ce nouveau ministre peut faciliter la réconciliation avec le monde enseignant après des mois un peu compliqués avec son prédécesseur? C'est un peu tôt pour le dire, mais je trouve ça bien d'ailleurs de prendre un chercheur, un enseignant, quelqu'un qui est de la machine. Ça n'a pas toujours été le cas pour les ministres de l'Éducation nationale. Maintenant, on sait que la présidence d'Emmanuel Macron, elle est quand même extrêmement verticale. Donc c'est quand même à l'Élysée que ça se décide beaucoup. Et on voit bien d'ailleurs dans sa première visite que c'était quand même lui avant tout qui tenait le micro. Oui, très discret pour l'instant, Pap Ndiaye. On attend d'ailleurs sa feuille de route, très attendue aussi par le corps enseignant et tous les proviseurs. Alors cette visite très médiatisée ne masque pas les autres chantiers brûlants, à commencer par les problèmes de recrutement d'enseignants. On a tous entendu ou dit quand nous étions petits, je veux être pompier, policier ou maîtresse. On a vraiment la sensation aujourd'hui que ce métier d'enseignant ne fait plus rêver, notamment parce que les salaires sont jugés trop bas. Vous n'hésitez pas, vous, Olivier Babot, à parler de prolétarisation suicidaire du corps enseignant. Expliquez-moi. C'est ce qui s'est passé en réalité. Vous savez, tous les fonctionnaires sont payés avec un indice multiplié par l'endroit où ils sont dans la grille qui est propre à leur corps. Bon. Quand on a gelé le point d'indice,
Ça a permis de faire des économies extraordinaires à l'État, puisque évidemment ça a permis de ne pas augmenter la masse salariale. Ça s'est pas tellement vu pour les acteurs sur le moment, hein, pour les fonctionnaires, parce que vous progressez naturellement dans votre grille grâce à l'effet vieillesse, technicité, qu'on appelle l'effet GVT. Mais en fait, pour un niveau même de grille, ça prolétarise extraordinairement, et ça se voit par exemple dans le rapport d'un enseignant du primaire au SMIC qui s'est considérablement diminué. Autrefois, on était à 2,5 SMIC, maintenant on est quasiment au niveau du SMIC. En fait, on a prolétarisé parce que on n'a pas voulu gérer le problème du nombre de fonctionnaires, et on a réglé le problème en baissant le coût de façon comptable grâce à cet artifice du gel de points d'indice. Mais aujourd'hui, ça se paye terriblement dans l'attractivité. Effectivement, un enseignant est donc un fonctionnaire de catégorie A, vous l'avez dit, qui a Bac+5, et c'est quasiment ce qu'on peut faire de plus haut dans l'éducation, oui. Et il est payé en moyenne 1 000 € de moins qu'un autre fonctionnaire de catégorie A de l'État. C'est incroyable. Oui, c'est vraiment très très étrange. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants et que c'était la façon aussi, encore une fois, de gérer les choses uniquement budgétairement, en pensant que de toute façon, les enseignants étaient des moines soldats, ils venaient pas pour l'argent, n'est-ce pas ? Mais ils viennent pas pour l'argent, mais enfin, il faut quand même qu'ils vivent. Et vous êtes dans des grandes villes où vivre est de plus en plus cher. Comment vous pouvez avoir une famille, commencer à développer une vie de famille quand votre niveau de revenu est à ce niveau-là ? C'est pas très étonnant. Alors après, il y a le reste de la qualité de travail, si vous voulez, hein, un problème réel avec l'autorité, peut-être pas forcément avec les élèves, mais aussi avec les parents des élèves, des directions qui ne vous soutiennent pas nécessairement. Donc un métier qui est objectivement devenu beaucoup plus dur, beaucoup plus stressant qu'il était autrefois. Autrefois, les enseignants étaient champions de l'espérance de vie. C'était un métier où on vivait extrêmement longtemps, parce qu'il y avait aussi peut-être des qualités de vie qui étaient évidemment différentes. Et ben, ça sera probablement de moins en moins le cas, parce que c'est un métier stressant. Logiquement, voilà, les gens n'y vont pas pour ce niveau de formation, par exemple en particulier en mathématiques. Il y a d'autres métiers beaucoup plus rémunérateurs qui vous tendent les bras, et donc on a un déficit de recrutement. C'est très très inquiétant pour ce qui devrait être le métier peut-être le plus attractif de la nation, c'est-à-dire former les cerveaux de demain. Et vous avez raison concernant les mathématiques, parce que cette pénurie de professeurs compétents, elle est encore plus marquante pour cette matière. Selon les premiers résultats du CAPES externe de mathématiques, seuls 816 candidats sont admissibles pour 1035 postes. Et pour réduire cette tension, le président Emmanuel Macron a donc repoussé son projet de maths pour tous, pour les élèves de première, pour annoncer un autre retour des maths, mais cette fois-ci en option, 1h30 par semaine. Qu'en pensez-vous ? Vous vous rendez compte, on est dans une crise de l'offre en matière d'enseignement. C'est-à-dire qu'on n'a plus assez de personnes pour offrir des bonnes heures de cours. Alors on réduit l'offre. C'est dramatique parce qu'on sait que la demande, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on forme nos enfants dans les sciences. Alors c'est sympathique, le job dating. Il y a un côté un peu moderne, un peu consulting. Mais c'est quand même la preuve, le symptôme d'un manque d'attractivité extraordinaire. Si on est obligé d'aller chercher des gens quasiment dans la rue, qui sont d'ailleurs de bonne volonté, hein, c'est très sympathique. Ça veut dire qu'on n'a pas structurellement cette attractivité, encore une fois, qui devrait être celle du métier qui n'est pas un métier anecdotique quand même dans une économie, qui est le métier central. C'est celui qui va nous permettre d'avoir demain notre avantage compétitif au niveau mondial, qui nous permet de financer tout notre système de protection sociale. La matière grise aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est l'actif principal. Et cet actif principal, il se forme où ? D'abord dans les écoles. Oui, effectivement, avec cette histoire d'options quand même en maths qui sont indispensables, on l'a dit, pour d'autres métiers qu'être un matheux pur et dur, si on veut faire de l'économie, du droit ou de la science économique et sociale. Voilà, on a besoin des mathématiques. Il y a un autre événement marquant, c'était fin janvier, le rectorat de Paris a décidé de mettre fin à une exception. Les 2 prestigieux lycées Henri IV et Louis le Grand ne pourront plus sélectionner leurs élèves de seconde sur dossier, mais devront passer par une plateforme. C'est une petite révolution. Alors le rectorat de son côté affirme qu'il ne s'agit pas de s'attaquer à l'élite, mais de l'élargir pour permettre à plus de Parisiens boursiers d'accéder à ces lycées. S'attaquer à l'élite, est-ce que c'est la solution pour redorer le blason de notre école ? Je pense que c'est un point extrêmement préoccupant et c'est vraiment extrêmement inquiétant. Cette logique des quotas, parce que c'est celle-là en fait qui arrive, est une logique extrêmement perverse qui prend ce qui devrait être une conséquence pour la fin. La conséquence, ça devrait être, parce qu'on a suffisamment donné à tout le monde sa chance, on a une diversité des élites. N'arrivant pas à avoir une diversité
des élites, on va créer de façon artificielle cette diversité. C'est un peu comme si vous aviez une course, vous dites il faudrait qu'il y ait une diversité à l'arrivée sur la ligne d'arrivée. Et artificiellement, vous allez décider de qui va passer la ligne d'arrivée. Vous dites c'est super, on a la diversité. Mais non, le problème c'est d'avoir les mêmes niveaux. Alors ces lycées d'excellence, ça faisait partie des rares enclaves de lycées qui pouvaient arriver à sélectionner, ce qui leur permettait d'avoir des gens de partout en France. Ils en avaient déjà. Oui, ils avaient quasiment 30% effectivement de boursiers, mais hors Paris. Ouais. Absolument. Le problème, c'est que vous avez un système qui n'arrive pas à sélectionner, à faire venir suffisamment de gens d'un peu partout. C'est cette égalité des chances au départ. Donc l'égalité des chances, vous la créez pas en cassant le thermomètre et en mettant les gens de façon artificielle au détriment des gens qui d'ailleurs auraient dû y aller, mais vous la formez en prenant dès le début des gens à qui vous allez donner accès à ces grands lycées, parce que vous allez leur permettre de révéler le niveau, parce qu'il y a des gens intelligents, il y a des gens brillants partout. Niveler par le bas est toujours la méthode la moins difficile, c'est ce que vous dites. Le niveau des élèves de ces grands lycées n'est pas plus élevé qu'hier, mais ceux des autres établissements en moyenne s'est effondré. Oui, regardez, si vous regardez, il y avait environ 60% d'admis dans les années 60 au baccalauréat. Vous aviez dans les années 60 1%, environ un peu plus d'1% de mentions très bien. Aujourd'hui, on est à 9% globalement. Dans les grands lycées, il y avait 20% de mentions très bien, je crois, dans les années 90. Aujourd'hui, on en est à plus de 80%. Qu'est-ce que ça veut dire? Les élèves sont pas meilleurs, je suis désolé de le dire, ils sont plutôt d'ailleurs un peu moins bons qu'avant. Même dans les très bons lycées, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, pour arriver à donner le baccalauréat à tout le monde, à avoir ce résultat extraordinaire, en fait, on a cassé le système, on a totalement élargi et on a fait de cette espèce de diplôme dont on ne sait plus très bien ce qu'il est, une sorte d'évidence de fin de secondaire, et surtout pas quelque chose qui pourrait vous permettre d'arriver dans les bonnes conditions dans le supérieur. C'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a cru que le symbole, que le décréter l'égalité suffisait à faire l'égalité. Non, au contraire, c'est pire, parce que ça va augmenter les inégalités entre ceux qui ont vraiment le niveau et ceux qui l'ont pas. Alors l'actualité cette semaine, Olivier Babot, c'est aussi Parcoursup. Depuis jeudi soir, 936 000 bacheliers, futurs bacheliers, vont faire leur choix via cette plateforme géante. Là encore, c'est un algorithme qui gère les affectations et l'avenir de nos bacheliers. Un bac qui n'a plus la même valeur, on en a parlé, mais qui reste finalement la première balise à franchir pour poursuivre ses études. Le désordre numérique, vous en avez fait un livre d'ailleurs, Olivier Babot, tous esclaves du numérique. L'éducation n'échappe pas à cette spirale, c'est inévitable. C'est quand même étonnant. On vilipende les Google parce qu'on ne connaît pas la façon dont ils produisent les résultats de recherche, parce que l'algorithme est opaque. Et nous, on va sélectionner les étudiants qui vont avoir le droit de rentrer dans les différentes universités et formations avec un algorithme complètement opaque. Personne ne sait exactement comment ça fonctionne. Mais comment voulez-vous que ça ne provoque pas des formes de désespérance chez les parents comme chez les enfants qui ne maîtrisent pas? Vous avez l'impression d'être très bon, de remplir tous les critères, et puis vous n'êtes pas pris. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une forme de lâcheté, parce qu'on n'a pas voulu faire, je disais, Horresco Referens de la sélection à l'entrée à l'université. De la sélection en fonction des débouchés qu'on peut offrir vraiment et en fonction des niveaux réels qui peuvent vous permettre de réussir. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider des étudiants à avoir des passerelles pour essayer de progresser s'ils veulent vraiment rentrer dans certaines filières. Cette sélection, elle permettrait d'être finalement beaucoup plus juste. On n'a rien trouvé de plus juste que le concours. Et comme on n'arrive pas à produire des concours qui produisent suffisamment de diversité, petit à petit, on casse les points d'excellence, on casse les concours, on fait comme avait commencé à le faire Sciences Po, en réalité depuis très longtemps, puis ils ont accentué le système. On crée des filières parallèles pour arriver à créer de façon artificielle de la diversité. Mais je dis que c'est un très très grand risque. C'est le pire des systèmes. La seule chose qui pourrait nous sauver aujourd'hui, c'est de remettre l'excellence, l'objectivité, le concours et l'exigence au cœur du système. Et donc c'est pas exactement ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous pensez que Pape Ndiaye peut modifier, revenir en arrière? C'est compliqué. Parcoursup existe, il y avait d'autres plateformes avant. Vous savez, on parle beaucoup des Grenelle, des Ségur. Moi, je trouve que le bon modèle, c'est Vatican II. Vatican II, ils ont dit, allez, on va tous se mettre autour de la grande table, on va être de toutes les parties prenantes, et on va se refonder complètement en abordant toutes les questions sans tabou, et Vatican II, ça a plutôt bien marché. Mais l'éducation nationale, elle n'a pas besoin de repeindre les cabines Titanic aujourd'hui. Ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble du navire, et c'est un petit peu ce qui a commencé à être annoncé, mais je crois qu'il faudrait être beaucoup, beaucoup plus ambitieux dans la remise à plat, dans la refondation. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Babot, pour cet échange sur l'éducation nationale, et puis bon week-end à vous. Merci. Merci.